Les fourmis, c'est une discussion que pour les gens peut-être de ma génération, vous vous rappelez Metterlich avec les fourmis et les termites, les abeilles, et voilà. C'est une discussion très importante dans la biologie qui dure et qui existe toujours, qui est-ce que l'unité qui existe est la fourmi ou est-ce que l'unité c'est la fourmilière? Aujourd'hui, cette discussion, elle est éclatée, et la fourmi elle-même, pour le biologiste moléculaire, n'est pas une unité. Vous voyez? C'est-à-dire que pour un biologiste moléculaire, une fourmi est un ensemble de fonctionnements que je peux agencer autrement, vous voyez? Et même d'un point de vue de la neurophysiologie, ce qu'on appelle les neurosciences aujourd'hui, le mécanisme qui crée la sensation d'unité est une partie des plus. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que pour le biologiste moléculaire, comme pour les neuroscientifiques, toute forme vivante est un ensemble des processus. Il n'y a pas de définition possible de la vie, il n'y a pas un tout qui fasse la vie. Pour les biologistes moléculaires et les neuroscientifiques, il n'y a que des processus que jusqu'à aujourd'hui, ils ont été agencés comme ci, et que grâce à l'intervention de la technologie, de la biotechnologie, nous pouvons réagencer comme ça. Donc, les fourmis, c'est un exemple classique par rapport à mais qu'est-ce qui fait unité? Mais c'est un exemple classique dans le sens de qu'aujourd'hui, la question ce n'est pas si la fourmilière fait unité ou si la fourmi fait unité, mais dire rien ne fait unité. L'autre exemple, c'est un exemple très intéressant. Bon, dans tous les cas, moi j'avais trouvé ça, j'avais étudié, j'avais fait un travail là-dessus, c'est les siphonophores. Les siphonophores sont des méduses, mais ce sont des micro-organismes qui s'agencent entre eux, un macro-organisme, et ces macro-organismes s'agencent à former une méduse. Mais elle peut exister de deux formes différentes. Soit agencée, et c'est une méduse, soit désagencée, et ça fait des organismes autonomes. Vous voyez? Alors, c'est un exemple que j'avais travaillé, un peu j'avais étudié ça parce que ça me semblait très intéressant pour essayer de comprendre cet lien très subtil et complexe qui existe entre unité et partie. Qu'est-ce qu'est l'unité, qu'est-ce qu'est les parties? Et le troisième exemple, c'est l'exemple des robots. Ce sont des robots qu'on programme de façon simple, et là c'est expliqué, on peut s'expliquer en Suisse. On va comprendre, parce que ça prend son temps. Et ce sont des robots programmés pour faire quelque chose de très simple, et qui par interaction finissent par faire autre chose. C'est pourquoi ils étaient programmés. Donc c'est l'hypothèse de que c'est que dans la croyance humaine, c'est des unités, à vrai dire, c'est toujours des éléments dispers et disparates qui, à un moment donné, permettent l'émergence d'autres choses, mais donc, bref, il n'y a pas de tout. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'hypothèse qui sous-tend toute cette recherche, c'est qu'il n'y a pas un tout qui totalise, il y a des tout nulle part. Bon, là, si on veut faire, comme tu dis, Karine, si vous voulez qu'on précise des choses, et après, les films sont des courts extraits, c'est pas... On fait l'inverse, on fait la pause et après... Bon, alors, on va regarder un tout petit peu chaque extrait pour... je vous dis pour voir d'abord comment s'est posée la question en biologie jusque maintenant.
n'a pas été résolu. Il était dépassé par l'archidispersion donc de la biologie moléculaire et la haute technologie. Alors on va regarder d'abord les jolis siphonophores. Alors là, à chaque anneau, il y a une division possible avec survie. Il y a une division ici possible aussi. Vous voyez? Les siphonophores en unité, en tant qu'unité, et ils sont en fonctionnement très on va dire comme ça, simple, très simple. Et donc pour des tâches comme la défense, ou digérer une proie, etc., ils s'associent en créant carrément des fonctionnements d'organes, vous voyez, comme s'ils créaient un estomac, ou comme s'ils créaient une panse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les siphonophores vont avoir une plasticité organique telle qui permet donc de s'associer pour remplir des tâches, y compris des tâches pas entre guillemets classiques pour les siphonophores. C'est-à-dire que face à un certain problème qui va se présenter pour la colonie, on parle de colonie de siphonophores, et face à un problème qui va se présenter pour la colonie des siphonophores, ils vont trouver, ou pas, mais ils vont tenter de trouver par essai-erreur, puisque ce sont parfois des difficultés qu'on va mettre en laboratoire non connues par la colonie, vont tenter de s'associer de façon à dépasser la nouvelle problématique. Ou bien s'associer, ou bien se disperser comme solution à la fois. Vous voyez? Bon. Donc les siphonophores, voilà, c'est un exemple, on peut revenir parce que je pense que à la fois dans ma tête, au moins, ça me parle beaucoup de la problématique artistique, c'est-à-dire, moi je pense qu'on met des siphonophores, on met des notes, des sons, où on met des couleurs et des tâches et des formes, où on met dans une chorégraphie des mouvements, n'est-ce pas? Et la question de l'art depuis un siècle aujourd'hui, et c'est là. La question de l'art est qu'est-ce qui fait unité? Est-ce qu'il y a des unités minimales, autonomes ou pas? Et vous savez très bien que dans le langage, ça marque une différence entre les deux courants de l'évolution du langage, le courant idéogrammatique et le courant alphabétique. Dans le courant alphabétique, on peut revenir une minute au Mamotretto, André Mamotretto. Sinon, c'est pas grave. Là, il y a un truc pour que ça s'accélère. La langue alphabétique implique une déterritorialisation, une distanciation beaucoup plus grande par rapport à ces dimensions-là biologiques, ces dimensions-là de l'être, que la langue idéogrammatique. Pourquoi? Parce que l'idéogramme, il garde une trace visible, d'ailleurs, avec les la chose. On parle de la chose avec les signes de forme. Non, la forme, c'est quoi l'idéogramme? C'est comme quand tu es dans les toilettes, le truc de l'homme. Ici, pictogramme, ça va me revenir. C'est-à-dire que la langue et les idéogrammes, ils gardent comme ça même, avec disons les pictogrammes, pourquoi pas, ils gardent quand même une racine, vous voyez, en continuité. C'est-à-dire qu'entre la chose dessinée, la forme dessinée, l'iconographie, c'est ça que je cherchais, l'iconographie, l'icône et l'idéogramme,
il y a une continuité. Vous voyez, il y a une continuité. Cette continuité-là est une continuité qui déterritorialise beaucoup moins qu'une langue, qu'une écriture alphabétique. Parce que dans l'écriture alphabétique, les lettres n'ont aucun rapport avec rien d'ici. Hein? Alors, vous voyez, cette continuité est une continuité qui, d'un point de vue biologique, est très intéressante parce que c'est comment on pense, comment calcule le cerveau animal, le nôtre aussi. Hein? C'est-à-dire, quand il n'est pas capturé, la plupart de notre travail est un travail non symbolique. Hein? On est en permanence en train de résoudre des problèmes physiologiques, proprioceptifs, sans qu'on prenne conscience. Hein? Alors, comment fonctionne ça? Ça fonctionne par des formes agencées. Par exemple, c'est une expérience qui a fait Varela, et c'est Varela qui a trouvé ça le premier. Et il a trouvé que les cerveaux des animaux, parce qu'il a fait ça avec les animaux, mais les hommes donc aussi, les cerveaux des animaux ont un rapport avec l'environnement pour penser l'environnement, ça représente l'environnement, avec des formes agencées, des formes et des volumes, vous voyez? C'est-à-dire que les neurones perceptives produisent une perception pré-symbolique, non symbolique, qui travaille avec des formes et des volumes. Alors l'exemple qui donne Varela est l'exemple du martin pêcheur, hein, quand il calcule la réfraction de l'eau. Vous savez, la réfraction de l'eau, ça veut dire que là où tu vois le poisson, il n'est pas là. Alors, le calcul de la réfraction de l'eau est un calcul de physique pas très compliqué, mais c'est un calcul avec des formules qui existent là. En tant que les cerveaux du martin pêcheur va exécuter les calculs de la réfraction en agençant simplement des formules, des formes et des volumes. Oui, des formes, des volumes et des temps. Formes, volumes et temps. Hein? C'est-à-dire qu'avec la perception des formes, des volumes et des temps, il va opérer ces calculs-là des réfractions de l'eau. C'est la même chose qui fait un pilote de chasse, par exemple, qui n'a pas le temps de penser symboliquement. C'est-à-dire que quand un pilote de chasse vraiment est un pilote de chasse patenté, je l'ai dit, et les mecs, s'ils pensent ce qu'ils doivent faire, s'ils pensent avec ça, non, ben, ils s'écrachent. Hein? C'est-à-dire que le pilote de chasse, il faut quand même qu'il incorpore ça. Et c'est ce qui se passe pour le musicien. Hein? C'est-à-dire, on voit très bien des musiciens qui peut-être connaissent très bon en lecture musicale, non? Et en transposition de la lecture en geste, mais tant qu'ils continuent à lire, il y a quelque chose d'artificiel, non? Que ça se sent. Et en fait, les musiciens d'orchestre, quand tu as la partoche et les directeurs, ce sont des indications toujours parcellaires, non? C'est-à-dire toujours parcellaires, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de lire la partoche, il n'est pas en train de suivre les indications du chef d'orchestre, et c'est quelque chose d'incorporé à ces sensations proprioceptives qui incorpore un ensemble et lui permet de jouer. Donc avec des volumes, des formes et des temps. Ça c'est très important, c'est-à-dire que les informations apparemment codées pour les vrais musiciens, comme pour les pilotes de chasse, comme pour les joueurs de ping-pong, hein, c'est-à-dire ils ne les utilisent pas de façon codée. Vous comprenez? C'est-à-dire que si les mecs ils lisent la partoche de façon codée, ça sort mal. Donc, il va incorporer des éléments d'ici de façon non codée. Donc, les animaux, ils fonctionnent dans ces formes-là, hein, en incorporant des formes, et effectivement, dans ce qu'on disait, comment c'était le lien, comment je vais le trouver là? On était encore sur les pseudoformes. Si. La langue grammaticale par rapport à la langue alphabétique. Bon, enfin bref, la résolution des problèmes, genre quand j'ai dit
qui va résoudre les problèmes? Eh bien, il s'avère quand même que dans les colonies des fourmis ou des siphonophores, aucune fourmi, aucun siphonophore a accès à quelque chose de symbolique qui lui donne une vision globalisante. Vous comprenez? Toujours va être dans un traitement de volume que parfois, ce traitement de volume est travaillé, est élaboré par la colonie. Vous voyez, c'est-à-dire que la bête isolée ne peut pas faire ce traitement de volume. Vous voyez, c'est-à-dire que donc il y a une coopération pour faire émerger, y compris les formes, les volumes et les temporalités qui permettent cette action-là. Alors donc là, on va aller voir dans les fourmis. C'est juste comme ça parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, parce qu'on considère que vous avez tous vu des fourmis déjà dans votre vie. Des fourmis. Bon, là c'est juste des fourmis en train de travailler, et leur travail c'est qu'elles doivent porter, comme toujours les fourmis, elles doivent porter des objets capturés, des bêtes capturées, voilà, qu'aucune peut porter toute seule. Mais la question, une fois encore, c'est que ce n'est pas que la fourmi a la capacité, comme les siphonophores dispersés, n'a pas la capacité d'avoir une vision d'ensemble. À aucun moment, la fourmi va avoir une vision d'ensemble de la brindille, de la bête, de l'insecte capturé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à aucun moment, une fourmi a la fonction cérébrale qui lui permet de dire la merde, je ne vais pas la porter toute seule. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est effectivement pas une collaboration. Alors là, on va arrêter là une minute. C'est pas une collaboration, par une collaboration simple, non? C'est-à-dire par itération de ce que de toute façon, elles font toujours la fourmi, que dans cette itération, il va émerger un comportement de collaboration, mais comportement de collaboration qui ne peut jamais être pensé depuis une instance supérieure, totalisante, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va émerger d'une pure horizontalité. Alors donc, moi je travaillais avec des fourmis pendant quelques temps, et la question s'est posée, quand j'ai dit la fourmi n'a pas un point de vue de la globalité, je vois, à un moment donné on dit, mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Parce que moi j'ai travaillé avec la fourmi, mais la fourmi ne travaillait pas avec moi. C'est-à-dire, elle ne donnait pas de l'information. Et alors donc, il émerge la question de, comme moi je ne suis pas biologiste moléculaire, Dieu m'en protège, je ne pense pas que la fourmi est un ensemble de processus. Et je me dis, peut-être la fourmi en tant que bête vivante a des fonctions subtiles que je ne peux pas ni comprendre. Donc, on travaille avec des robots. Quand moi je programme ces robots-là pour... Mets-lui la voix comme ça, m'expliquer qu'est-ce qu'il fait le robot. Il y aura une petite fréquence un petit peu dérangeante. Un peu dérangeant. On y va? Est-ce que tu veux aller en arrière? On y va maintenant? Non, je t'en prie, quand tu veux. Si les insectes sont maîtres dans l'art du vol, ils ont aussi le sens du travail en équipe. Les fourmis rouges. Accélère si tu veux. La fontaine, c'est complètement planté. Hein? La fontaine. La fontaine s'est plantée, mais bon, c'était pas sur. L'ouverture et la fermeture des différentes entrées permettent de réguler l'aération et la température et d'assurer le bon développement des larves. Une fourmi n'a pas conscience de l'effet de son action sur l'organisation globale de la colonie. La communauté s'organise d'elle-même. Chaque fourmi observe une série de règles relativement simples. C'est un
un peu irrespectueux envers les fourmis. Hop, on y va. Des scientifiques britanniques se sont inspirés du comportement collectif des fourmis et ont conçu des robots indépendants mais capables de travailler en équipe. Ces robots peuvent soulever des disques de couleur, les transporter et les déposer à un autre endroit. Quand il dit ils peuvent prendre les disques de couleur et les mettre à un endroit, ça veut dire qu'ils ne peuvent faire que ça. C'est la différence avec la fourmi. La fourmi, j'ai aucune idée s'il peut faire que ça. Parce que c'est un être vivant. Donc là, on sait qu'il peut faire que ça, parce que comme ça programmé. Ils suivent une série de règles extrêmement simples. Règle numéro 1, quand tu trouves un disque, soulève-le. Règle numéro 2, quand tu rentres dans un autre robot, tourne-toi. Règle numéro 3, quand tu trouves un disque et que tu en portes déjà un, laisse-le tomber. Voilà, ça c'est, vous avez compris, non? C'est programmé pour faire juste ça. Parce que bon, ça c'est tellement anthropocentré qu'il dit règle numéro 1, quand tu trouves. Voilà, Les scientifiques laissent évoluer librement une douzaine de robots dans un espace parsemé de disques. Le résultat est surprenant. En l'espace d'une heure, les robots ont rassemblé les disques. Ne pourrait-on pas envisager de construire une colonie artificielle de fourmis? Si les insectes sont maîtres dans l'art du vol, ils sont bons. Scientifiques, je veux dire. Et alors, cet exemple que vous venez de voir là, ça s'appelle des robots fourmis en fait. Non, c'est des robots à double, triple programmation maximum. Cet exemple-là est un exemple absolument fondamental pour la science et la technologie d'aujourd'hui. Ça, ce que vous venez de voir, cet exemple-là, et l'exemple, c'est quand même, comme qui dirait, je ne sais pas, je sais pas, la naissance du Christ, vous voyez, c'est-à-dire c'est le moment où il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'à partir de cet exemple-là que vous venez de voir là, bon, moi j'avais d'autres robots qui font avec des petits bâtonnets, mais bon, bref, ils font pareil, c'est-à-dire, pourquoi c'est avant et après Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que tout à coup, ils disent, ces robots-là, ils ont 3 programmations de base, et voilà qu'avec 3 programmations de base, ils font quelque chose pour lequel ils n'étaient absolument pas programmés, c'est-à-dire, ils mettent tous les petits disques au même endroit. Bon, avec des bâtonnets, on peut les faire avec différentes tailles, on va mettre différentes tailles, on va les ordonner. Et aujourd'hui, dans toutes les usines où il y a des produits très toxiques, on utilise pour sélectionner et ranger dans des hangars les fuiles très toxiques des robots fourmis qui on laisse, comme il dit, libre. Ça, c'est terrible, le langage anthropocentré, mais pas, dans lesquels on laisse itérer. Et effectivement, comme on a préparé bien les fuiles avec des tailles différentes, etc., les fuiles sont n'importe où et les petits robots, au bout d'un moment, ils vont ranger les fuiles à leur place sans avoir été programmés pour ça. C'est un avant et un après pour la science contemporaine, même que pour la technologie, je dirais, pour la science, ça n'a rien à voir là-dedans, mais la technologie contemporaine, pourquoi? Parce que l'hypothèse qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire l'hypothèse de la biologie moléculaire, est l'hypothèse qui dit tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui est articulé, tout ce qui est organisé dans le monde, est organisé du bas vers le haut, sans aucun type d'instance centralisatrice,
sans aucun type de totalité totalisante, et tout n'est que dû au hasard des systèmes multi-agents. Alors, quand il dit qu'on peut imaginer de créer une communauté de fourmis, pas seulement on peut imaginer, mais il existe depuis maintenant une vingtaine d'années, presque 15, 16, 17 ans, au Royaume-Uni, ils ont mis dans une île entre guillemets, non, c'est-à-dire qu'on a isolé un truc, des robots en interaction multiple, en attendant de voir comment peut émerger des principes moraux. C'est les protocoles des chercheurs. Non? Comme ils peuvent émerger ce qu'ils vont appeler des principes, hein, et des interdits, des possibles et non possibles. Alors, c'est pour ça que c'est un avant et un après. Vous voyez? Parce que cette expérience, ça s'appelle dans le langage courant des systèmes multi-agents, hein, c'est des systèmes multi-agents en réseau. Hein. C'est l'idée que des systèmes simples, multi-agents, en réseau, mis à fonctionner, permettent l'émergence de tout ce qui existe petit à petit. Vous voyez? Alors, ça on le voit dans la vie de tous les jours, hein, on le voit dans la vie de tous les jours. Cette tendance qui existe aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas m'arrêter de dire en anglais, mais les SoundSync, je ne sais pas quoi, ToneSync, non, personne ne comprend. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même aujourd'hui existante, et moi je trouve ça tous les jours. Tous les jours, on m'invite à participer à des réunions dans lesquelles, sans aucune préparation, on va parler de quelque chose, et en parlant de quelque chose, va émerger quelque chose. Peut-être, non, peut-être, mais ça, Borges, c'est que c'était, effectivement, il met ça dans un exemple qui est, imaginons un singe immortel, éternel, auquel tu lui donnes une machine à écrire, et tu te dis, au bout d'un X temps proche de l'éternité, peut-être, il devrait écrire le Quichotte. Et, effectivement, c'est une blague qui fait Borges, parce que, aussi éternel soit-il les singes, ce n'est pas par interaction multiple. Alors, peut-être c'est plusieurs singes ensemble. Mais c'est l'idée actuelle dominante, mais vraiment dominante, fondamentale, qui est que la communication d'éléments sans qualité, de la communication et l'interaction des éléments sans qualité émerge tout niveau d'organisation et de compréhension du monde. Vous voyez? Alors, vous imaginez que ça a des vents en poupe, parce qu'on ne peut pas imaginer plus démocratique, plus égalitaire, plus brosser la bête dans le sens du poil. Moi, j'avais commencé à faire un séminaire à République, qui était un séminaire plutôt par rapport à des gens qui avaient soit travail social, soit TOUBI, soit psy, je ne sais pas quoi. Et les séminaires étaient arrêtés par la direction qui avait organisé ça, parce qu'ils m'ont accusé d'occuper la position des sachants. Alors, c'était l'accusation qui a fait que le séminaire s'est arrêté. Il a dit, Benazayak, il occupe la position des sachants. Le mec, il m'a payé pour le faire le séminaire. Vous imaginez, si moi j'avais été un peu plus à la page, j'aurais rien préparé, j'ai articulé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on raconte plus ce qui passe par la tête, vous voyez, et vous voyez, de tous ces trucs-là. Et c'est là où il y a toujours ces côtés les simulacres et la réalité. Hein. C'est-à-dire de quoi on est en train de parler. Parce qu'on voit bien quand même comment tout ça a des côtés très libertaires, vous voyez, très libertaires, très horizontaux, très démocratiques, n'est-ce pas? Il n'y a plus le maître et celui qui apprend, on est tous porteurs de savoir, etc. Que ça brosse vraiment la bête dans le sens du poil, ça la brosse dans le sens du poil dès la rupture des liens, c'est aussi les liens de la connaissance, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une intensivité dans la connaissance qui est une intensivité de l'étude
approfondie, qui t'accroche avec des siècles passés, et t'accroche avec d'autres qui travaillent ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça, cette passage par l'intensif, aujourd'hui, est absolument considéré comme inutile, bête, voire très réactionnaire, parce que, voilà, hein, c'est-à-dire les systèmes multi-agents résout les problèmes. Il y a une forme d'initiation, quelque chose qu'on peut appeler l'initiation. Sur de quoi? Sur de quoi? Sur de quoi? Sur de quoi, parce que tu vois, l'initiation c'est encore plus obscur, parce que l'initiation implique encore pire qu'un séminaire ou qu'une classe, parce que dans une classe, tu peux toujours dire, bon voilà tous les bouquins que j'ai écrits, et voilà les 2 bouquins sur lesquels je me base. En tant que dans l'initiation, il y a transmission par des voies subtiles, c'est-à-dire existentielles. C'est-à-dire, dans la initiation, il y a quelque chose que, bon, pour les gens de l'éducation nationale, mais quand même, c'est ça la grande bagarre par rapport à la pédagogie des compétences. Hein, c'est-à-dire que c'est de dire, je renseigne des trucs qui sont des trucs qui peuvent passer tous par l'information. C'est-à-dire que l'apprentissage des compétences, ce n'est pas simplement l'apprentissage des compétences. L'apprentissage des compétences, c'est la transformation du savoir en information. Non? Information veut dire l'élimination des niveaux subtils, territorialisés, corporels, subjectifs, singuliers, non? Donc non échangeables. Hein? Et c'est contre ça, effectivement, que tout se bat contre ça. C'est-à-dire, si toi tu dis ça, je peux l'enseigner moi parce que c'est moi, là il y a des gens qui sont directement considérés comme très dangereux. Ah tiens, voilà, moi je voulais vous inviter à la présentation du bouquin, c'est à Paris. Bon. C'est les vendredis 13, je pensais que ça allait me porter chance pour. Les vendredis 13, c'est. Je ne sais pas si Anthony il a fait passer l'invitation, non, il n'a pas fait passer. Les vendredis 13 à 19h à la Maison de l'Amérique latine. Pourquoi je pense à ça? Je pense parce que c'est tout le sujet que les bouquins que je parle sur le cerveau est un bouquin qui va apparaître d'abord dans une grande maison d'édition en Amérique latine, par exemple. Et ici, je sors un bouquin sur la question psy. Non? Tout ça, du point de vue de la souffrance psychique. Non? Pourquoi je pense à ça? Parce que il s'avère que moi, je défends une position qui est considérée comme transgressive aujourd'hui. Mais parce que moi, je considère que les gens que moi j'ai en thérapie, en analyse, ils sont en analyse, en thérapie parce que c'est moi. Tu vois, non pas par mes diplômes ou par ma formation, mais parce que c'est moi. Tu vois, c'est-à-dire que je dis, il n'y a pas de compétences à apprendre, à acquérir, qui permettent d'être moi. Tu vois? Et ça, c'est absolument transgressif. Parce que dans toute la médecine des compétences, qui s'appelle la médecine de la classification, hein, c'est-à-dire le DSM-5, ou toute la médecine qu'on appelle médecine individualisée, mais qui veut dire c'est toi, l'individu en tant que profil, n'est-ce pas? Dans toute la médecine actuelle, vous faites l'expérience chaque fois que vous allez chez le Toubib aujourd'hui, la médecine actuelle est une médecine de l'absence. C'est-à-dire, je ne te vois pas, je vois tous les items quantitatifs, non, qui convergent vers toi. Les items quantitatifs, donc, les gens qui ont ce génotype, phénotype, tant de pourcentage font telle chose, les gens qui ont telle habitude alimentaire, tant de pourcentage font tel risque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la médecine de la classification, c'est la médecine de l'absence. C'est-à-dire que je m'absente en tant que toubib, lui il s'absente en tant que patient. Non? Et la pédagogie de compétences, c'est ça. Donc, il y a l'information qui prend la place de toute la corporéité de la transmission. Alors, l'initiation, si tu veux, la psychanalyse, on peut penser ce qu'on veut, moi je pense beaucoup de mal, tout ce que Dieu veut, mais
quand même c'était une technique de la transmission où il y avait un angle mort. Tu vois, il y avait un angle mort, il y avait un angle dans lequel tu transmettais ou tu transmettais pas. Et tu recevais ou tu recevais pas. Mais ça, c'était tout ou rien. Tu vois, il n'y avait pas une question de passer des étapes. Donc, c'est oui ou pas. Non? Et ça, aujourd'hui, c'est absolument transgressif, voire très dangereux. C'est considéré comme très dangereux. Quelqu'un qui se pose, parce que c'est se poser en tant que corps, en tant qu'expérience singulière, en tant que fini surtout. N'est-ce pas? Les compétences correspondent à l'infini de l'artefact. Je vais toujours acquérir des compétences. Tu vois? Moi je dis non, je ne vais pas toujours acquérir des savoirs. Si j'oppose un savoir territorialisé à la compétence, donc je ne peux pas acquérir. Tu vois, par exemple, moi je ne peux pas acquérir les savoirs qui me permettraient, je ne sais pas, moi, d'être astrophysicien, musicien, tu vois, les savoirs. Je peux acquérir les compétences et les informations, mais je ne peux pas acquérir le savoir, parce que les savoirs exigeraient une affinité élective de ma part, qui rencontre des affinités électives de l'autre part, et qui s'articule et il y a transmission. Vous voyez? Donc ça implique des dimensions de subtilité non représentables, donc non prises à l'information. C'est pour ça que je vous dis la théorie de l'information, c'est très très important d'étudier. Alors, bon, bien entendu que tous ces fonctionnements-là, on n'a pas trouvé les bons films, etc. Mais en principe, toute la différence entre les robots et les bêtes, les photophores ou les fourmis dans ces cas-là, la différence, effectivement, c'est la différence que je vous disais des jours où je me suis dit, ça il faut le voir avec les robots, parce que quand je vois une fourmi, je vois les millions d'années de l'évolution des espèces. Si je vois une fourmi, je ne peux pas voir une fourmi sans voir une tangente vers l'infini intensif, l'infini contenu, n'est-ce pas? Du fait que toute fourmi est le résultat des milliards d'années de l'évolution des espèces par contraintes, coévolution, tu vois, et des rapports avec les éclipses, les déplacements des continents, etc. Tu vois, et en revanche, quand je vois un robot, je vois effectivement les trois compétences programmées pour le robot sans tangente vers l'infini. Tu vois? Or, cette tangente vers l'infini n'est pas une tangente vers l'infini quantitative. Elle est purement qualitative. Et c'est effectivement l'initiation, la transmission. Et pourtant, il n'y a pas avec les robots des phénomènes d'apprentissage? Si, ils peuvent apprendre à l'infini tout ce que tu veux. Mais simplement, tout ce qu'ils vont apprendre est, pour le dire en termes de logique, présent et représenté. Tu vois, c'est-à-dire que le robot même, il peut effectivement apprendre de façon... Il peut apprendre à apprendre, comme on veut maintenant qu'il fasse les enfants. Tu vois, c'est-à-dire que pas seulement il peut apprendre, mais il peut apprendre à apprendre. Voilà. Et il peut même incorporer des facteurs aléatoires par frottement. Mais tout ce qu'il va apprendre, il sera présent, représenté et dans une logique reproductible. Tu vois? En tant qu'un enfant, il apprend ou il n'apprend pas, il a des difficultés ou pas par rapport à une faille fondante qui est son rapport au monde, qui est toujours basé sur une faille. Tu vois? En tant que le robot, il peut avoir des défaillances, mais une défaillance, c'est tu vois, un défaut. Hein? Alors, bien entendu, le problème, c'est que s'il y a un point dans lequel la haute technologie n'est pas compatible avec le vivant, c'est justement dans le fait que si un robot peut apprendre à l'infini, pas un humain. Tu vois,
tout humain qui agirait comme s'il pouvait apprendre à l'infini se condamne à l'ignorance existentielle totale. Tu vois, parce que pour apprendre un humain, il doit apprendre autour et à partir de sa faille singulière. Sa faille singulière est son rapport au monde, qui est donné par son corps, par les corps des ancêtres, par la géographie, par, n'est-ce pas, une infinité, à proprement parler, qui forme quelque chose qui est une singularité. Non? Alors, dans cette dislocation du réel, quand j'apprends par pédagogie des compétences, bah, je ne suis pas simplement en train d'utiliser une mauvaise technique. Comme on dit, la technique globale, la technique syllabique, bon, sont des techniques. Là, l'apprentissage par compétence disloque le cerveau du monde qui effectivement va fonctionner en feedback par rapport, donc de façon artefactuelle, et va écraser de plus en plus son affinité. Alors le problème, effectivement, c'est les désastres, les désastres totaux, parce que les conséquences sont absolument inopinées. Hein. C'est-à-dire, les enfants les plus peut-être proches des états limites, borderline, c'est-à-dire les moins structurés, réussissent très bien. Les enfants qui sont un peu plus structurés, plus ancrés, ils ont beaucoup de difficultés. Ça, il suffit de voir en Polytechnique, ou les gens de l'école de commerce qui réussissent à la bourse, ou des gens comme ça, sont des gens qui ont dit, comme ça, dans le langage courant, sont barrés. En fait, mais ce n'est pas un hasard qu'ils soient barrés. C'est parce qu'il faut quand même être dans une faiblesse très limite à la psychose pour pouvoir effectivement fonctionner dans un fonctionnement de compétences acquises. Autrement, ce qui se passe avec les mondes, c'est que l'hyperactivité, la dépression, la violence, ci, ça, sont les symptômes de l'affinité élective des Français. J'imagine qu'on fera petit à petit des rapports, mais à la fois les rapports sont évidents avec art et tort, que des fois on en a parlé. Parce que là, effectivement, et on fait ça dans un théâtre, c'est une compagnie de théâtre qui organise ça. Effectivement, c'est-à-dire ce que nous sommes en train d'explorer, c'est comment les territoires de l'art sont les territoires de la controverse, de l'affrontement entre cette artefactualisation du monde, hein, et les affinités. Parce que dans l'art, la chose apparaît avec une clarté plus accessible. C'est-à-dire, et l'autre chose, bon, ça on va continuer les prochaines fois, c'est effectivement, bon, je ne fais que l'énoncer, notre hypothèse est l'hypothèse de départ, à travers les pratiques artistiques et à travers les pratiques d'association à niveau social, ce sont les deux terrains par excellence où les nouvelles formes d'organicité se produisent, s'explorent et se cherchent. Parce que dans les niveaux trop pointus de la technologie, de la biologie, de l'économie, dans les niveaux trop pointus, les gens sont au courant de beaucoup de choses techniques très très fines, très élaborées, très complexes, mais du fait qu'ils sont dans la pointe de cette recherche très technique, très hautement technique, ils sont éclipsés dans leur recherche les questions de base de mais quel mode de rapport entre tous les parties, non? Quel mode d'organicité est possible. Il y a un mot qu'on n'entend jamais, il y a un an et demi, je n'ai jamais entendu, c'est l'énergie. Et tout à l'heure on a parlé du Copernicus, Spinoza, l'effort pour persévérer dans l'être. Et je pense que c'est l'équivalent de ce que les Chinois appellent le chi, l'énergie vitale. Oui, absolument. Et je ne sais pas, je ne comprends pas qu'on ne vienne pas à en parler, parce que s'il y a quelque chose qui sous-tend le vivant et qui le maintient dans son unité, c'est quelque chose de cet ordre-là. Tout à fait. Oui, tout à fait.
qui est l'idée de ces principes qui donnent être à l'être, mais s'extraient de l'être. C'est-à-dire que cette énergie, ce souffle créateur, les Tao, est condition de tout ce qui existe, mais il n'est pas dans ce qui existe. Il n'est pas identifiable, il n'est pas dénombrable. Et c'est un principe organique par excellence, bien sûr. Ça, c'est une expérience que, par exemple, on a pu faire lors d'un atelier sur le cheval bleu, dans la manipulation. C'était remarquer que la question du souffle et du mouvement donné à un mannequin, c'était les mannequins dans le guise de divertissement, amenait à lire le corps manipulé comme là quelque chose de vivant. Et aussi dans ce qui avait été un peu manipulé au niveau des voix synthétiques, c'est justement de ne pas entendre le souffle, de ne pas entendre la respiration. Oui, tout à fait. Il y a aussi dans le Talmud le principe de Tzimtzum, c'est-à-dire Dieu qui se remet de la création pour laisser la création se développer. Tout à fait. Tout à fait. Les principes producteurs s'extraient des produits. Non? À la fois, il est partout dans les produits et nulle part. Non? À la fois, il est partout dans les produits parce que sinon le produit ne peut pas exister, mais il est nulle part. Non? Alors, c'est exactement ce qui aujourd'hui pose problème, parce qu'aujourd'hui, ni la haute technologie, sous les formes biologiques ou artificielles, ni n'importe quelle autre recherche à l'économie pour moi, est capable de dénoncer un tel principe. C'est-à-dire, par exemple, si on dit à un biologiste moléculaire, mais la vie n'est pas les processus du vivant, la réponse donc taoïste serait de dire, bien sûr, la vie est dans chaque cellule du vivant, mais à la fois n'est pas dans l'être vivant. N'est pas toutes les positions. Il est partout et nulle part. Pendant que la réponse du biologiste moléculaire, ça veut dire effectivement la vie n'est pas dans les processus du vivant parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire la réponse est le principe des principes, le Tao, n'existe pas. C'est ça la résolution de notre époque par rapport à ces problèmes-là, et ça n'existe pas. Alors, d'un point de vue épistémologique, on peut dire, par exemple, il y a des gens qui disent le tout est la somme des parties. D'autres disent non, le tout c'est plus que la somme des parties. Donc c'est les parties plus quelque chose. Jusque-là, ils sont d'accord, les technologistes, les biologues de la technologie actuelle. Ils disent le tout est la somme des parties. Donc c'est des parties en interaction, voilà, les systèmes multi-agents, qui créent des choses qu'on appelle des tout. Qui en vrai ne sont pas des tout, mais bon, ils créent des. L'autre va dire non, le tout est un peu plus que la somme des parties parce que c'est des parties en interaction qui créent une nouvelle dimension. Donc c'est plus que la somme des parties. Le principe des principes de toute sagesse est de dire le tout précède les parties. C'est pour ça que le principe organique est le principe qui dit le tout précède les parties. Parce que la vie n'est pas le monde qui existe, mais la vie est ce qui, à travers le monde qui naît, se déploie. Mais alors, c'est quoi la vie des biologistes moléculaires? Et alors là, ils disent non, stop, ça c'est la métaphysique. Il n'y a pas la possibilité aujourd'hui en science, on n'a pas les mots, on n'a pas la façon de dire que la vie, c'est à quoi participent les êtres vivants. Si nous, on avait la possibilité de dire ça, alors, bon voilà, c'est toute la recherche de tous les gens, les scientifiques avec lesquels je travaille, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus, mais c'est quand même un beaucoup très restreint. Mais la recherche, c'est ça. La recherche, c'est comment je peux nommer, c'est entre guillemets tout qui précède les parties. Vous comprenez ce que je veux dire? Le tout qui précède les parties. Un être vivant
n'est pas ni la somme des parties, ni plus que la somme des parties. Le propre d'un être vivant, c'est qu'il participe à quelque chose qui est donc une totalité, qui précède l'existence des parties. Mais là, les scientifiques font un saut illégitime, c'est que avant, on avait dit je m'arrête là. Ma possibilité de connaissance s'arrête là, et au-delà, je ne peux rien dire. C'est au-delà de ma sphère de connaissance. Tandis qu'aujourd'hui, on affirme que ça n'existe pas. Donc on est dans une affirmation d'inexistence, alors que c'est indestinable. Bien sûr, non, mais c'est-à-dire. Donc on ne peut pas l'affirmer. Non, bien sûr, mais le problème c'est que le principe socle de la recherche scientifique n'est pas lui scientifique et l'idéologie de l'information, l'idéologie de la théorie de l'information. C'est-à-dire que l'action d'après laquelle toute est information que je peux capturer, modéliser et reproduire en améliorant, ça c'est une action de base. Il n'y a rien qui ne soit pas information. C'est pour ça que j'insiste sur la théorie de l'information. Il faut bien la comprendre, il faut bien voir les tenants aboutissants. C'est-à-dire que l'action de base de toute pratique technologique aujourd'hui, scientifique d'une certaine façon, mais la vérité c'est que la science elle est aujourd'hui colonisée par la technologie. Hein. Mais le principe de base est un principe qui n'est pas lui scientifique, est une hypothèse, c'est que tout est information. Et c'est là qu'il manque l'interaction avec l'énergie. C'est-à-dire l'énergie dans le sens profond de l'énergie. Parce que sinon, il n'y a pas de problème, parce qu'ils disent l'information ce n'est que des unités d'énergie et ciao. C'est-à-dire que si on dit juste le mot énergie, ils ne voient pas le problème. Ils disent si l'information ce sont des quantités d'énergie. Alors ils disent il y a de l'information et du bruit. Et l'objectif du scientifique, du chercheur, est d'éliminer les bruits dans l'information. Alors c'est là où le passage entre le capitalisme, la fin du capitalisme et le néolibéralisme, c'est que le capitalisme quand même a resté la gestion des produits. La gestion des produits. Il faut produire pour avoir des sous, etc. Donc le néolibéralisme est l'échange, non pas d'argent, l'échange d'informations qui prend la place de l'argent. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le néolibéralisme, c'est là où le néolibéralisme s'oppose au capitalisme. Vous savez, bon, si le mercantilisme c'est marchandise, argent, marchandise, le capitalisme c'est argent, marchandise, argent. Mais la marchandise est fondamentale parce qu'il faut produire des marchandises pour avoir plus d'argent. Le néolibéralisme dans ce sens-là est contractualiste, comme je disais, il garde seulement les niveaux supérieurs parce que c'est circulation d'une information qu'on appelle l'argent et les marchandises, les hommes, les vaches, les fleuves, sont juste ceux qui parfois font du bruit dans les systèmes. C'est-à-dire que les mondes que nous on nommerait réels, les mondes que nous on nommerait réels, se manifestent seulement comme ce qui malheureusement fait de temps en temps du bruit dans la circulation de l'information. Et la circulation de l'information, c'est ça. C'est-à-dire ces mondes de la macroéconomie dans lesquels il n'y a même plus d'argent. Il n'y a que des 1 et des 0 qui se baladent. Quel est le problème de la Grèce aujourd'hui? Où est le problème de la Grèce? Il n'y a plus de soleil, le Parthénon n'est plus là, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de chèvres. Quel est le problème de la Grèce? Ils produisent peu, non. Si, il y a une destruction des sources de production, mais bon, certainement, c'est absolument sûr, vous pouvez parier, monsieur Fermé, qu'en Grèce, ils doivent produire de la bouffe, comme pour toutes les Grecs, qui doivent produire des excédents qu'on pourrait changer pour avoir ce qu'ils n'ont pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à niveau de la matérialité de la chose, vous voyez, ce n'est pas le Liechtenstein, ce n'est pas Monaco. Et vous pouvez être sûr qu'un pays de la taille de la Grèce, à niveau de ce qu'on appelle les champs biologiques, vous pouvez être sûr qu'il ne doit avoir aucun problème, ce pays. Et voilà. Les problèmes, c'est à niveau de l'information. Moi, j'aimerais bien savoir
qui est le capitalisme, le néolibéralisme. Parce que bon, c'est l'évolution du capitalisme qui nous a créé le néolibéralisme. Donc, c'est une forme de. C'est des jumeaux. 21h13. Et écoute, Je savais pas peut-être. non, parce que, c'est-à-dire, pour ne pas, non, parce qu'il est un peu tard, on est 9h15, 9h15, mais attends, moi ce que je propose, c'est que, oh, oui, que tout à fait, on revient là-dessus, parce que c'est une sacrée question, qui est une question qui, en plus, politiquement, a des conséquences énormes par rapport à qui sont, entre guillemets, nos alliés. Parce que moi, je crois en tant que latino-américain que nos alliés aujourd'hui sont parfois les ennemis d'hier. Je ne parle pas des fascistes, je parle des capitalistes. Non, je pense que, tu vois, aujourd'hui, nos alliés face au néolibéralisme et à la destruction néolibérale, je vais dire, de mon point de vue, nos alliés sont les capitalistes. Les capitalistes qui encore ne sont pas bouffés par les néolibéralismes. Tu vois, par exemple, je pourrais vous raconter, parce que ça fait quand même maintenant 5 ans que je fais un travail de recherche avec la COP en Italie, qui est une coopérative de distribution qui a 10 millions de membres, tu vois, c'est un truc énorme. Et alors, le problème dans la COP, c'est qu'ils voulaient comprendre le rôle du coopérativisme dans la crise actuelle, non? Or, le coopérativisme dans la crise actuelle, loin d'être une résistance de type socialiste, de gauche, qui s'oppose au néolibéralisme, la force de la COP est qu'elle reste ancrée dans le capitalisme. C'est la force de la COP. C'est grâce au fait qu'elle reste ancrée dans le capitalisme qu'elle peut résister au néolibéralisme. Parce que toutes les coopératives de type socialiste, anarchiste, je ne sais pas quoi, ils fonctionnent à volonté. C'est-à-dire, je paye 3 fois plus de produits, le prix, je ne sais pas quoi. Mais la COP fonctionne vraiment parce qu'elle reste quand même ancrée dans le capitalisme. Alors, c'est une question à développer.